Lecture sur le fil. Sur le fil du discours, de l'actualité littéraire, aussi bien du funambule. Des spécialistes de l'analyse du discours littéraire présentent une œuvre de l'actualité littéraire et déroulent pour le partager le fil de leurs idées. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Lecture sur le fil. Nous sommes le 31 mars 2023 et aujourd'hui nous allons donc écouter Sandrine Vaudrey-Luigi nous parler de Connemara de Nicolas Mathieu. Sandrine Vaudrey-Luigi est maîtresse de conférences à l'Université de Bourgogne. Elle a travaillé, comme vous le savez, sur Marguerite Duras. C'est une grande experte de son style et elle se consacre maintenant à la prose contemporaine plus largement. Elle a notamment travaillé sur Recondo, sur Geoffrey, sur Kerangal. Aujourd'hui donc, c'est Nicolas Mathieu qui est à l'honneur et je lui laisse donc la parole pour sa présentation. Merci beaucoup Cécile. Donc je vais présenter Connemara de Nicolas Mathieu. On le sait, rien de plus difficile pour un écrivain que d'écrire le livre qui suit un prix, le livre d'après, a fortiori quand il s'agit du Goncourt. La lecture vaut en effet comparaison avec le livre couronné, que ce soit de la part des lecteurs, des critiques ou des chercheurs. Ce n'est cependant pas dans ce type de perspective que je souhaite inscrire ici mes propos, c'est-à-dire que je ne chercherai pas à comparer leurs enfants après eux avec Connemara. Je me pencherai sur Connemara en tant que tel, pour les permanences, les différences, les variations, libre à chacun d'exercer sa sagacité. La présentation de la 4e de couverture de Connemara, roman imposant de 396 pages, paru en 2022 chez Actes Sud, me semble assez fidèle. Je vous en lis une partie. Hélène a bientôt 40 ans. Elle est née dans une petite ville de l'Est de la France. Elle a fait de belles études, une carrière, 2 filles, et vit dans une maison d'architecte sur les hauteurs de Nancy. Elle a réalisé le programme des magazines et le rêve de son adolescence, se tirer, changer de milieu, réussir. Et pourtant, le sentiment de gâchis est là. Les années ont passé, tout a déçu. Christophe, lui, vient de dépasser la quarantaine. Il n'a jamais quitté ce bled où ils ont grandi avec Hélène. Il n'est plus si beau. Il a fait sa vie à petits pas, privilégiant les copains, la teuf, remettant au lendemain les grands efforts, les grandes décisions, l'âge des choix. Aujourd'hui, il vend de la bouffe pour chien, rêve de rejouer au hockey comme à 16 ans, vit avec son père et son fils, une petite vie peinarde et indécise. On pourrait croire qu'il a tout raté. Et pourtant, il croit dur comme fer que tout est encore possible. De nombreux critiques et spécialistes se sont déjà penchés sur ce roman, soulignant l'un le mélange du popu et du précieux, l'autre la néolangue managériale, un autre encore la narration fragmentée. Ce que je voudrais principalement montrer ici, c'est que la prose de Connemara révèle des qualités qui font de Nicolas Mathieu à la fois un grand romancier et un grand écrivain. On pourrait d'ailleurs formuler cette affirmation sous forme de questionnement et se demander, peut-être j'en conviens de manière un petit peu abrupte, si Nicolas Mathieu et la prose narrative de Connemara se situent plutôt du côté de Balzac ou du côté de Flaubert. Certes, Nicolas Mathieu a déjà partiellement lui-même répondu à cette question lors d'un entretien. Lorsqu'on lui a demandé « Comment vous situez-vous par rapport aux grands noms, au canon de la littérature réaliste qui dépeignent le monde social, Balzac, Flaubert ?» Il a répondu « Je suis inspiré par tous les auteurs qui ont dit le réel. Flaubert, Céline, Pérec, Ernaud. Par toute la littérature démystificatrice. Je pense à ce mot de Flaubert dans la correspondance avec George Sand. D'écrire nous venge. J'ai la même vision martiale de l'écriture. Par l'écrit, on rend les coups au temps qui passe, à la société, à la bêtise. Au lieu de subir, j'attaque.
il y a une jubilation dans l'écriture qui permet de tourner les imbéciles en ridicule, de montrer l'immense connerie des fonctionnements sérieux, de pouvoir dire en une phrase qui sonne juste tout le grotesque de l'idéologie managériale. J'ai relu cet été l'éducation sentimentale. Il y a une ironie flottante, une causticité qui me fait vraiment jubiler. Cela se sent moins chez Balzac, auquel je m'identifie moins. Par contre, quand je vais mal, je lis une biographie de Flaubert et ça va mieux tout de suite. Peut-être parce que je sens une compagnie, celle des grands maîtres, des grands phares. Mais quand j'écris, je ne pense pas que je vais faire comme Flaubert, comme je ne pense pas que je vais faire de la sociologie. C'est comme dans un système de planètes. Il y a une gravité qui vient des grands maîtres qui m'ont précédé et qui oriente mon regard, ma pratique d'écriture. Je n'ai pas besoin de les convoquer. Quand j'écris, je ne pense pas à eux, je pense au réel, mais ils ont changé ma vision de celui-ci. Il est vrai que, du fait d'une question orientée sur la littérature réaliste et ses soi-disant grands modèles Balzac-Flaubert, mais aussi sur le monde social, les propos de Nicolas Mathieu ne concernent pas directement, dans cette réponse en tout cas, la langue et le style qui seront au cœur de mes propos. Par ailleurs, et c'est ce que veut dire ma modalisation, on sait que Balzac est plus pré-réaliste que réaliste, pour des raisons que je ne reprends pas ici de façon exhaustive, et qui touchent à l'histoire de la langue, de la littérature et à l'éthos de l'écrivain, autant qu'à son projet esthétique, mais qui finalement seront au cœur de mon propos. Cependant, 4 segments de cette interview retiennent toute mon attention. Premièrement, d'écrire nous venge. Au lieu de subir, j'attaque, en une phrase qui sonne juste, et j'ai relu cet été l'éducation sentimentale, il y a une ironie flottante, une causticité qui me fait jubiler. En effet, ce que je voudrais montrer, c'est qu'il y a chez Nicolas Mathieu toute une stratégie pour dire efficacement le réel, ou en tout cas le réel tel qu'il se le représente. Que cette stratégie se situe à la fois au niveau lexical, au niveau syntaxique, qu'au niveau textuel, bref, à différentes échelles, et qu'elle relève d'un art de la condensation conjoint à tout un travail sur le point de vue. Mais on ne peut en réalité s'arrêter à ce stade, et le choix du terme de condensation appelle plusieurs commentaires et l'ouverture vers d'autres termes, s'agissant de commenter Connemara. Le terme de condensation est en effet à la fois labile et hors du champ terminologique des études stylistiques ou linguistiques. Ce que je veux d'abord dire par ce terme relève du sens premier, indiqué par le TLFI, action de rendre plus dense, parce qu'on observe dans la prose narrative de Connemara toute une série de procédés qui sont des synthèses, des résumés, des raccourcis, bref, un art du condensé, de la concentration. Bien sûr, ce terme mobilise d'autres sens, du sens physique, indiquant une transformation d'un état à un autre, au sens chimique, indiquant une combinaison de plusieurs molécules, au sens psychanalytique. Pour la présente étude, l'intérêt du ou des sens psychanalytiques est d'au moins double. D'une part, à la suite de Freud, on peut dire que la condensation rend compte d'un travail créatif, par la concentration de pensées éparpillées du rêve ressaisies en de nouvelles unités. D'autre part, à la suite de Lacan, qui privilégie la perspective langagière et s'intéresse principalement à la condensation des éléments langagiers, la condensation est la structure de surimposition de signifiants dont le mécanisme se rapproche de la métaphore. On retient donc, pour notre part, ce terme de condensation pour sa labilité et parce qu'il est un des principes fondateurs de ce roman, celui de la complicité ou, osons le terme, celui de la connivence avec le lecteur. À nouveau, le terme de connivence est labile et les difficultés sont nombreuses quand il s'agit de s'en emparer pour étudier une prose romanesque. C'est ce que rappelle Alain Rabatel, que je cite, « Analyser la connivence dans les romans est difficile, au moins pour 4 raisons fondamentales. D'abord parce qu'on a beau distinguer 2 pôles de la connivence, on est confronté à maintes situations hybrides. Ensuite parce que les marques de la connivence sont plutôt des indices qui peuvent signaler, mais ne signalent pas nécessairement une situation de connivence. Et même si l'on prend la précaution de s'appuyer sur l'existence d'un faisceau de marques indices convergents,
ce dernier ne construit pas nécessairement une relation de connivence, tant il faut tenir compte d'autres paramètres psychosociaux, culturels, génériques, historiques, etc. La difficulté est de surcroît redoublée par la nature polyphonique et dialogique des romans, qui complique la donne en soulignant que la connivence peut exister à des niveaux énonciatifs et interprétatifs différents, complémentaires ou antagonistes. Enfin, la difficulté est accrue par le fait que les textes, à la différence de la connivence en face à face, gomment la dimension paraverbale, la proxémique, ce qui a trait au jeu des regards, des mimiques, au placement et au mouvement dans l'espace des interlocuteurs et tiers éventuels qui, en situation, jouent un si grand rôle dans la construction du lien de connivence. Évidemment, le travail du narrateur, le travail de l'auteur est comme un écran qui montre et masque, ce qui ouvre la voie à une approche de la complexité des phénomènes de connivence, tant du point de vue de la production des textes que de celui de leur réception, et donc aussi du point de vue interprétatif. Mais c'est précisément la plasticité de ce terme gigogne de connivence qui permet d'évoquer dans Connemara l'allusion, le clin d'œil, la complicité ou encore l'ironie à l'œuvre. J'aborderai dans un premier temps et principalement des formes de condensation-connivence qui se situent au niveau méso- ou macro-textuel. Puis j'aborderai quelques exemples pour montrer que cette relation de condensation-connivence peut s'observer également au niveau micro-textuel. Concernant le niveau méso- et macro-textuel, je propose d'étudier tout d'abord un exemple où l'on va pouvoir lire une forme de condensation temporelle par superposition. Pour ce premier exemple, je prends celui qui légitime, qui explique le titre et où opère un des premiers types de condensation, une condensation temporelle. La question est: vais-je devoir chanter ? Je lis. Ce soir-là, il tomba sur les lacs du Connemara et revit sa mère dans son tablier à fleurs, occupée à écosser les petits pois un dimanche matin. Sardou à la radio pendant qu'il dessinait un château fort, et le printemps par la fenêtre. Puis le mariage de sa cousine, quand il avait vomi derrière la salle des fêtes. Une méchante cravate nouée autour de la terre colore la terre, les lacs, les rivières. Son père l'avait ramené à l'aube et, au feu rouge, lui avait dit « Tu fais le grand 8 », on dirait. À 20 ans, le même tam, ta, 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 tam, dans une boîte de nuit située aux abords de Charmes, la fumée des Marlboro et Charlie dans l'éclat brumeux des lumières roses et bleues, avant de retrouver le froid piquant des parkings et le retour mortel des voies rapides. 10 ans plus tard, au bistrot, 7 heures du matin, et la voix en sourdine du chanteur, tandis qu'il prenait un café au comptoir, la fatigue lourde sous les yeux, à se demander où il trouverait le courage pour venir à bout de cette autre journée. Puis à 40 ans, pour finir, un soir de réveillon, après avoir déposé le petit chez sa mère, la voix qui scande « Autour des lacs, c'est pour les vivants », et lui tout seul au volant, ne sachant même pas où dîner, ni avec qui, en être là au bout du compte, le cheveu plus rare et sa chemise serrée à la taille, surpris de cette sagesse de vieillard qui, à l'improviste, sur cette chanson roulant son héroïsme de prospectus, le cueillait dans une bagnole qui n'était même pas à lui. La chanson de Michel Sardou, Les lacs du Connemara, déclenche ici un processus mémoriel. Il tomba sur les lacs du Connemara et revit sa mère dans son tablier à fleurs, qui épouse le point de vue du personnage avec le verbe revit. Cette séquence se structure ensuite par plusieurs marqueurs temporels qui ne se situent pas tous au même niveau. Le premier niveau est plus précisément celui du temps de la narration principale, avec l'adverbe « puis » à la 3e ligne et à nouveau « puis » quelques lignes plus tard, puis à 40 ans. Un deuxième niveau de structuration temporelle opère à partir de la phrase ouvrant par « à 20 ans ». En effet, si à ce stade on peut rattacher ce complément circonstanciel de temps à la narration principale et le situer au même niveau que les adverbes « puis »,« puis à 20 ans »,« puis », un second complément 10 ans plus tard vient confirmer cet infraniveau à 40 ans.
Mais ce n'est pas tout, et d'autres marqueurs temporels construisent un troisième niveau par toute une série d'analepses ponctuelles par rapport au premier niveau temporel. Dans la première phrase, un dimanche matin et pendant qu'il dessinait un château fort. Dans la seconde phrase, quand il avait vomi derrière la salle des fêtes. Dans la troisième phrase, à l'aube. Dans la quatrième phrase, avant de retrouver le froid piquant des parkings et le retour mortel des voies rapides. Dans la cinquième phrase, 7 heures du matin et la voix en sourdine du chanteur, tandis qu'il prenait un café au comptoir. Et enfin, dans la dernière phrase, un soir de réveillon, après avoir déposé le petit chez sa mère. Ces micro-analepses participent de ce que j'ai appelé l'art de la condensation, dans la mesure où elles font surgir des fulgurances du processus mémoriel. Surtout, elles sont toutes intrinsèquement liées à la chanson de Michel Sardou. En effet, cette dernière ne fait pas que déclencher le processus mémoriel, elle assure également le liage entre les différentes temporalités qui se superposent, en assurant le pont entre la chanson sur laquelle il tombe et celle inscrite dans ses souvenirs d'enfance, Sardou à la radio pendant qu'il dessinait un château fort, 7 heures du matin, et la voix en sourdine du chanteur. Et surtout, elle scande le texte par l'insertion de bribes de paroles de la dite chanson, colore la terre, les lacs, les rivières, et puis la voix qui scande autour des lacs, c'est pour les vivants, ou même d'une scansion onomatopéique, à 20 ans, le même ta 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 ta. À ce stade, peut-on déjà parler de connivence ? Il me semble que c'est peut-être déjà le cas pour peu que le lecteur puisse un minimum s'identifier au personnage, en d'autres termes pour peu que des connaissances sur Sardou, sur l'époque de la sortie du disque, soient partagées. Mais nous allons voir qu'il existe des cas plus nets de partage de connaissances qui fondent la relation de connivence entre l'auteur et le lecteur. C'est mon exemple 2. Il s'agit cette fois d'un autre personnage, Hélène. Le temps était passé si vite. Du bac à la quarantaine, la vie d'Hélène avait pris le TGV pour l'abandonner un beau jour sur un quai dont il n'avait jamais été question, avec un corps changé, des valises sous les yeux, moins de tif et plus de cul, des enfants assez basques, un mec qui disait l'aimer et se défilait à chaque fois qu'il était question de faire une machine ou de garder les gosses pendant une grève scolaire. Sur ce quai-là, les hommes ne se retournaient plus très souvent sur son passage. Et ces regards qu'elle leur reprochait jadis, qui n'étaient bien sûr pas à la mesure de sa valeur, ils lui manquaient malgré tout. Tout avait changé en un claquement de doigts. En quelques lignes, portée par le point de vue du personnage, Hélène, sorte de Madame Bovary des années 2000, se trouve ici chez son psy, se trouve résumée la vie amoureuse d'Hélène. La condensation, comme très souvent dans Connemara, se fait à l'échelle d'un paragraphe qui assure la forte cohésion du résumé. Ainsi, la première phrase, qui ancre le thème principal, « Le temps était passé si vite », est reformulée de manière conclusive dans la dernière phrase, « Tout avait changé en un claquement de doigts ». La seconde phrase, quant à elle, développe la première, du bac à la quarantaine. Dans une métaphore filée à première vue un peu douteuse, la vie d'Hélène avait pris le TGV pour l'abandonner un beau jour sur un quai, et puis plus tard sur ce quai-là, qui ouvre une séquence descriptive aussi rapide qu'efficace, avec une thématisation seconde, avec un corps changé, corps aspectualisé en 3 points, des valises sous les yeux, moins de tif, plus de cul. La suite de la phrase... Des enfants assez basques, un mec qui disait l'aimer et se défilait à chaque fois qu'il était question de faire une machine ou de garder les gosses pendant une grève scolaire est remarquable. Par l'effet de liste, lié à la juxtaposition des différents segments, on passe de la description du corps d'Hélène au résumé de sa vie de femme, ou plutôt du malheur d'être une femme moderne, prise dans ses propres contradictions et ou des rouages sociétaux qui la dépassent, avec la mention de 2 clichés de la vie de mère moderne qui travaille, inscrits dans une conjonctive temporelle à valeur itérative à chaque fois que les machines à faire, les galères de garde d'enfants pendant les grèves. Ne nous y trompons pas, les pensées d'Hélène ne sont pas ici une revendication féministe à l'œuvre dans le roman, mais procèdent davantage d'un recentrement sur soi. Après tout, elle est chez son psy, l'avant-dernière phrase étant à ce titre éloquente.
Plusieurs remarques. La première, c'est que le fait que la condensation temporelle se situe à l'échelle d'un paragraphe la rend particulièrement lisible. L'échelle du paragraphe, méso-unité de sens à interpréter du bas vers le haut sur la base des données morphosyntaxiques microtextuelles et du haut vers le bas sur la base des informations macrotextuelles données en particulier sur le plan du texte, pour reprendre la définition de Jean-Michel Adam, contribue à circonscrire textuellement en quelques lignes toute une tranche de vie. Par ailleurs, s'il y a connivence, relation de connivence ici entre le lecteur et l'auteur, entre le lecteur et la vie d'Hélène, elle est peut-être moins évidente que dans le cas précédent, mais ce n'est pas sûr. Le lecteur bute en effet sur ce que j'ai appelé la comparaison douteuse avec le TGV, mais dans un second temps, ce même lecteur établit que le TGV a été construit dans la région d'Hélène. Belfort est à une centaine de kilomètres de Golbet, ville qui a inspiré Cornécourt. Et surtout, le premier TGV a été inauguré par François Mitterrand en 1981, tiens, curieusement, année de la sortie de l'album de Michel Sardou. Deux exemples viennent compléter ce premier abordé à l'instant et qui présente la double caractéristique d'avoir un fonctionnement dont l'échelle d'étude est celle du macrotexte et qui, tous, concernent Connemara, la chanson de Connemara. C'est mon exemple 3. Cette chanson, Hélène la connaît et tout un pays avec elle. Dans chaque village, chaque bled, dans les mariages et les bals, sur Nostalgie et au réveillon, elle revient avec son lancinant du début, sa tessiture de gitane, son crescendo sans affaire et tout à coup la scansion. Tam, ta, tam, ta, 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 tam. 20 danseurs soudains, devant elle, se mettent en mouvement, redoublant le tambour de la chanson au marteau de leurs pieds joints, le menton haut, parodiques et militaires, et elle voit Marc disparaître, happé par cette cohue de pistons. Ne restent que ces corps incassables de 20 ans, les mêmes qu'Hélène voyait quand elle était étudiante, les fêtes à tout propos, organisées chaque semaine par le BDE et qui s'achevaient invariablement sur les lacs du Connemara pour faire comme HEC. Tout remonte d'un bloc. Son petit studio à Écully, les soirées open bar et le week-end d'intégration organisé dans un camping non loin de Montpellier, les pipeaux forçant les bisous à picoler et Blanche Goetz qui pleure en culotte et soutif dans sa tente, on ne saura jamais pourquoi. Un complexe hôtelier qui soigne sa clientèle future et les invite pour un week-end de ski à Val Thorens. Heureusement, Hélène étant née dans les Vosges, elle n'avait pas l'air trop gourde sur une piste rouge. Connemara encore. À peine débarquée à Paris, elle voyait Julien, Léandre et Clémence presque chaque soir. Tous débutaient dans la vie. Léandre et Julien en colloque, Clémence qui vivait chez sa tante. Ils menaient encore pour quelque temps ces vies d'étudiants attardés, sortant beaucoup et couchant les uns avec les autres, sans que cela prête tellement à conséquence. Ce qui importe de voir ici, c'est comment ce passage construit la relation de connivence sur une sorte de point de vue étendu dès l'ouverture du paragraphe. La dislocation, qui place hors du cadre de la phrase le complément d'objet direct « cette chanson » est repris ensuite par le pronom « la », « elle la connaît », ce qui permet ici de surligner le terme de chanson, tout en évitant d'ailleurs de faire apparaître de manière trop visible l'expression lexicalisée « connaître la chanson ». La proposition qui clôture la phrase pose quant à elle de manière totalement explicite un phénomène de connaissance partagée et tout un pays avec elle. À première vue, la forme de connivence qui s'établit ici est donc endogène et s'inscrit dans le cadre du récit. Mais l'emploi du déterminant indéfini, un pays, ouvre sur une seconde hypothèse qui inclut de facto le lecteur. Suit une distribution aléatoire avec le déterminant indéfini chaque, avec le groupe prépositionnel dans puis sur, distribution qui mêle des lieux, des événements et même une radio. Reprise onoméatopique, rappel du point de vue, elle voit Marc disparaître, organise la suite du paragraphe.
Le second paragraphe s'ouvre sur une phrase brève qui marque le début d'un processus mémoriel développé par une liste de souvenirs accompagnée par de brefs commentaires. Évidemment, le lecteur perçoit la vertu de cette chanson capable de déclencher un processus mémoriel avec une efficacité remarquable. Quant au troisième paragraphe ouvert par Connemara, encore quand, il développe une autre série de souvenirs. La suite de cette page poursuit la narration à peine plus loin en inscrivant ici et là la chanson. Alors, je pense qu'il s'agit de mon exemple 4. Donc, il y a un tout petit passage supprimé entre la citation 3 et la citation 4. Hélène continuait à fréquenter les gens de sa promo avec qui elle papotait via des fils de discussion ad hoc sur Messenger. On s'y refilait des bons plans boulot et déconnait pas mal. On organisait encore des week-ends, des barbecues à la campagne ou des pool parties. Le bon vieux temps n'était pas si vieux. C'est comme ça qu'ils avaient fait une croisière dans les Cyclades, voir le jour se lever sur la mer Égée après une nuit blanche, étendu sur le pont et la peau brune, Sardou en sourdine, le pied. À l'été 2001, Clémence et Léandre s'étaient mariés dans la Drôme, aux abords d'une vieille ferme retapée qui appartenait aux parents de la mariée. Les futurs époux s'étaient rendus à l'église en Rolls, et certains hommes portaient une jaquette quand ce n'était pas un uniforme militaire. Le cavalier d'Hélène était un mec de l'Essec qui bossait avec Léandre dans le secteur retail à la BNP. C'est à cette occasion qu'elle avait fait la rencontre d'un type assez costaud, mignon, qui portait un costume clair et une cravate en tricot de soie. Un petit côté british très assumé qui avait bien plu à la jeune fille. Il s'appelait Philippe Chevalier et tous deux avaient dansé sous le dais de toile claire, du rock et des slows. Tard dans la nuit, un petit plaisantin avait lancé la fameuse chanson de Sardou et tous les compères s'étaient retrouvés sur la piste, à gueuler et sauter comme jadis. On constate ici que l'accumulation des souvenirs est discrètement rythmée par la chanson de Sardou, mentionnée dans les deux paragraphes, Sardou en sourdine dans le premier, la fameuse chanson de Sardou dans le second. À ce stade, la chanson a en quelque sorte envahi la narration et tisse un système d'écho. Sardou en sourdine, renvoyant notamment à la page 52, à un exemple précédent, et à la voix en sourdine du chanteur, tandis qu'il prenait un café au comptoir. Quant à la fameuse chanson de Sardou, elle renvoie au début de ce long exemple. Cette chanson, Hélène la connaît, et tout un pays avec elle, aussi bien qu'à l'ensemble du roman. Du point de vue interprétatif, je ne sais pas s'il faut aller plus loin sur la sourdine mentionnée au sujet de la chanson de Sardou. Je vous laisse librement interpréter s'il s'agit d'une ultime connivence avec une allusion à Spitzer ou pas. Je pense qu'on peut se poser la question. Je laisse l'hypothèse ouverte sans y répondre. Si l'on relit l'ensemble des paragraphes que je viens de lire, à la lumière de la dernière phrase, l'ensemble de ces souvenirs semble prendre une valeur d'exemple. Dans leur banalité, mais aussi dans leur accumulation, ils offrent à voir une vie singulière et prototypique qui permet à nombre de lecteurs soit de s'y reconnaître, soit peut-être plus globalement, mais peut-être aussi plus efficacement, de reconnaître une certaine époque. Ainsi, pour reprendre des termes de Rabatel, je cite, « La connivence-complicité est ici intersubjective, co-construite par les interlocuteurs. » Pour finir sur l'inscription de cette chanson dans le roman, je voudrais m'arrêter sur un dernier exemple qui convoque Connemara, tout en vous précisant je pense que ça a son importance, qu'il se situe à la toute fin du roman, environ une quinzaine de pages avant la fin. Il s'agit de mon 5e exemple. Alors, pourquoi ça ne correspond pas? C'est pas le 5e exemple. Je crois que je l'ai pas indiqué sur... J'ai dû faire une erreur, je ne l'ai pas indiqué sur
Hélène, enfin la voix de Sardou. Non, je vais vous le lire. Il n'est pas sur mon exemplier. Enfin, la voix de Sardou et ces paroles qui faisaient semblant de parler d'ailleurs. Mais ici, chacun savait à quoi s'en tenir. Parce que la terre, les lacs, les rivières, ça n'était que des images du folklore. Cette chanson n'avait rien à voir avec l'Irlande. Elle parlait d'autre chose, d'une épopée moyenne, la leur, et qui ne s'était pas produite dans la lande ou ce genre de conneries, mais là, dans les campagnes et les pavillons, à petits pas, dans la peine des jours invariables, à l'usine puis au bureau, désormais dans les entrepôts et les chaises logistiques, les hôpitaux, et à torcher le cul des vieux. Cette vie avec ses équilibres désespérants, des lundis à n'en plus finir et quelquefois la plage. Baisser la tête et une augmentation quand ça voulait. 40 ans de boulot et plus, pour finir à biner son minuscule bout de jardin, regarder un cerisier en fleurs au printemps, se savoir chez soi, et puis la grande qui passait le dimanche en mégane, le siège bébé à l'arrière, un enfant qui rassure tout le monde. Finalement, ça valait le coup. Tout ça, on le savait d'instinct, aux premières notes, parce qu'on l'avait entendu 1000 fois cette chanson, au transistor, dans sa voiture, à la télé, grandiloquente et manifeste, qui vous prenait aux tripes et rendait fiers. Donc il s'agit dans ce paragraphe, ni plus ni moins, que de livrer le protocole de lecture du roman, dont le titre de la chanson a, ne l'oublions pas, donné son titre au roman. Et les paroles de la chanson éponyme sont en quelque sorte ici déconstruites pas à pas, niées, avec évidemment la négation. Parce que la terre, les lacs, les rivières, ça n'était que des images du folklore. Également, cette chanson n'avait rien à voir avec l'Irlande, et puis qui ne s'était pas produite dans la lande ou ce genre de conneries. Se trouve donc ici proposé un protocole de lecture du roman, protocole explicite, qui passe d'ailleurs par une caractérisation générique. Elle parlait d'autre chose, d'une épopée moyenne, la leur. Cette formule d'ailleurs, une épopée moyenne, est elle-même organisée sur le principe d'une condensation. Elle est oxymorique, elle met en tension par le mot épopée un récit qui normalement narre des exploits, mais en avant des héros incomparables, et l'adjectif moyen, qui dans son sens le plus courant dégrade l'épopée en faisant référence dans les lignes qui suivent à la vie ordinaire de gens ordinaires. Et on sait bien que le clin d'œil complice n'est jamais bien loin avec Nicolas Mathieu. L'adjectif épithète peut également se lire comme une contradiction stylistique, alors que l'épopée convoque le style soutenu pour évoquer, voire exalter les exploits du héros. Le style moyen sert à exposer, informer, expliquer. Le style moyen, c'est le style de la langue narrative, pas celui de l'épopée. La liste qui suit aspectualise précisément la vie de ces gens ordinaires. L'effet de condensation relève ici à la fois de cet effet de liste et des résumés du type 40 ans de boulot et plus pour finir à biner son minuscule bout de jardin, mais aussi des fulgurances mémorielles qui concentrent toute une époque du type le dimanche en mégane. En proposant un protocole de lecture, Nicolas Mathieu s'engage du côté des petits, des moyens, des vies minuscules, ordinaires, des vies moyennes. Comme l'affirme Rabatel, cette forme de connivence renvoie à une sorte de compréhension à demi-mot. Mais il faut aller plus loin, car à partir de ces dernières pages, du fait de la simple mention de la chanson, se trouve engagée une sorte de participation plus ou moins active du lecteur, parce que c'est finalement un principe global d'exophore mémoriel qui est proposé en cette fin de roman au lecteur. Alors, j'avais hésité à m'arrêter à ce stade dans ma présentation, c'est-à-dire à m'arrêter au niveau méso et macro-textuel qui formaient un tout. Mais ce que je voudrais montrer maintenant, c'est qu'on peut retrouver le même principe de condensation-connivence également au niveau micro-textuel.
Même si peut-être que l'échelle méso- et macro-textuelle sont les plus aptes, dans le cas de Connemara, à activer justement ce monde des connaissances partagées entre auteurs et lecteurs. Mais je voudrais quand même montrer qu'en réalité, la connivence peut s'inscrire à tous les niveaux, donc y compris à l'échelle micro-textuelle. Je vais prendre deux exemples tout d'abord qui concernent des adjectifs relationnels, avant de m'intéresser à deux autres phénomènes, le cas de un de ces qui, ainsi que les appositions. Concernant les adjectifs relationnels, mes exemples se trouvent en 6 dans l'exemplier. C'est le moment que choisit Erwan pour débouler dans le cube sa tablette à la main, mal rasée, les cheveux roux, son ventre sénatorial, pris dans le tissu superbe d'une chemise de tuile bleue. Le second exemple, Hélène n'avait pas pu en savoir plus. Au sourire soudain publicitaire d'Erwan, elle avait compris que sa réunion en ligne venait de débuter. Elle avait rejoint l'open space en hâte et s'était précipitée sur Lison. Dans le premier exemple, le segment détaché et son ventre sénatorial pris dans le tissu superbe d'une chemise de tuile bleue fait partie de la description rapide du patron d'Hélène. Le ventre sénatorial, belle trouvaille, fonctionne ici sur le principe de la condensation. En deux mots, grâce à l'adjectif relationnel, paraphrasable ici par le groupe prépositionnel de sénateur, son ventre de sénateur, c'est à nouveau un type qui est présenté. Et si la connivence est à l'œuvre, elle s'inscrit ici dans une forme d'ironie, d'ailleurs régulièrement à l'œuvre dans le roman. C'est une forme finalement de relation de connivence particulière. Et c'est le cas également dans l'exemple suivant, qui passe outre les contraintes syntaxiques de l'adjectif relationnel en insérant un circonstant temporel entre le nom et l'adjectif au sourire soudain publicitaire d'Erwan. Dans les deux cas, la complicité auteur-lecteur se fait par le repérage de l'ironie fondée sur une opération de condensation. Ironie à la fois engagée et ironie contre le politiquement correct, pour reprendre les termes de Stéphane Chaudier qui a proposé une étude de l'ironie dans Connemara. Le principe de connivence et condensation est également à l'œuvre dans le roman lorsqu'il est porté par le déterminant discontinu un de ces qui. Il s'agit de l'exemple en 7. Depuis, il s'était vu à 2 reprises dans ce même Kyriade, qui avait l'avantage d'être facilement accessible et se trouvait à 10 minutes de Nancy, dans un de ces lieux qui n'a d'existence que pour satisfaire les automobilistes pris en étau entre une bretelle d'autoroute et une quelconque ZAC. Alors on connaît les débats sur cette forme typique de la prose narrative du XIXe siècle, notamment de Balzac, et l'hésitation possible entre une cataphore démonstrative et un phénomène de déixis. Se saisissant de ces hésitations, Éric Bordas s'était livré à l'analyse d'un cas prototypique de la prose balzacienne. Le lendemain matin régnait à Paris un de ces épais brouillards qui l'enveloppent et l'embrument, si bien que les gens les plus exacts sont trompés sur le temps, qui peu ou prou pourrait facilement être transposé à notre exemple. Bordas montre que le tiroir verbal du présent qui apparaît dans la relative, donc chez Balzac, je le cite, laisse penser que l'on est passé d'une désignation indirecte par substitut désignatif prolectique, endophorique, à une désignation directe déictique, exophorique. Désignation directe illustrée par la zone ouverte, à la fois par ce démonstratif de connivence et par ce présent d'abstraction qui présuppose un savoir commun partagé par le locuteur et la locutaire dans la combinaison des 2 repères de désignation travaillant à une même immédiateté. De fait, on comprend l'importance déterminante du temps dans la relative dans la mesure où le présent de la relative fonctionne comme un repère d'abstraction dans la phrase et qui fige la représentation de la durée du récit dans le discours énonçant
à l'intérieur du cadre posé par le récit au passé dans la phrase matrice. L'ordre des temps, passé puis présent, est un cadrage temporel essentiel puisqu'il atteste de la modification de l'axe de figuration. L'ordre des syntagmes suggère la chronologie des évidences sollicitées du fait à l'expérience. Cet exophore mémoriel, dont on trouve de très nombreux autres exemples dans Connemara, est assurément un des moyens syntaxiques qui crée une forme de connivence discrète et non massive, mais connivence fermement établie au plan de la langue. D'autres exemples sont d'ailleurs assez proches du cas prototypique que l'on vient d'examiner, c'est le deuxième exemple en 6. Elle était de ces femmes Saint-Bernard qui ne peuvent s'empêcher de vouloir sauver le monde autour d'elles. Syntaxiquement, la tournure est incomplète par rapport à l'exemple précédent. En revanche, le cas est intéressant ici, car la relation attributive présente, Hélène, dans son rapport, son rattachement à une collectivité exemplaire, à partir de laquelle elle devient sujet, mais sujet identifiable. D'ailleurs, plus que dans le cas précédent, la valeur à la fois identifiante et généralisante de la tournure est notable avec la métaphore lexicalisée sur Saint-Bernard, dont le figement est ici renforcé par l'absence de majuscules et par le pluriel. Les appositions sont également intéressantes sur le plan micro-stylistique pour montrer comment peut fonctionner à cette échelle inférieure l'établissement de la relation de connivence. Concernant les appositions, je retiens la définition proposée par Franck Neveu, sans rentrer dans les débats définitionnels, notamment pour le deuxième exemple sur lequel on pourrait peut-être discuter. Premièrement, il s'agit d'une construction dynamique complexe, articulant nécessairement deux constituants, un segment support et un segment apport. Deuxièmement, le lien entre les deux appositifs est réalisé par l'incidence du segment apport sur le segment support. Troisièmement, il s'agit d'une prédication seconde, c'est-à-dire soumise à une prédication de rang supérieur, prédication première. Et on peut se concentrer sur un seul exemple qui est tout à fait représentatif à mon avis, qui se trouve, je ne sais pas si je vous l'ai indiqué, qui se trouve en 8. Grisâtre et fleurant bon l'eau de Cologne, il affichait une de ces silhouettes d'après-guerre gominées et le pantalon flottant. Formellement, on observe ici une apposition frontale ou apposition polaire d'ouverture. Le segment grisâtre et fleurant bon l'eau de Cologne est corréférent au pronom « il » précédemment identifié. Juste avant, ce pronom trouve son référent. Je vous lis juste les deux phrases qui précèdent. Au bar, maître Cécile Clément prenait un verre de blanc après une audience particulièrement pénible qu'elle racontait par le menu à deux habitués. Le premier, qu'on appelait Nénès, vivait tout près et ne décampait guère. Ce segment est dans une relation de prédication seconde par rapport à la prédication première, portée ici par le groupe verbal affichait une de ces silhouettes d'après-guerre. On le sait, puisqu'il s'agit d'une prédication seconde, les appositions sont la plupart du temps considérées comme des figures d'ajout, soit des segments surnuméraires. Pourtant ici, du point de vue interprétatif, cette apposition ne joue pas tant comme figure d'ajout que comme figure de réduction, de condensation, étant à faire du segment initial un prédicat qualifiant axiologique indispensable qui s'inscrit du point de vue macrosémantique dans une logique de connivence avec le lecteur. Il s'agit ici non de caractériser un personnage particulier, mais d'inviter le lecteur à repérer un type de personnage et partant un type de personne bien réelle, le pilier de bar, auquel on peut se confier sans risque aucun, peut-être parce qu'il est toujours un petit peu alcoolisé, il est grisâtre, et quand bien même il masque son défaut, fleurant bon l'eau de Cologne.
L'hypothèse d'une connivence passant par la figure de réduction qu'est la position frontale est étayée par ailleurs par la présence du déterminant discontinu, une de ces silhouettes d'après-guerre, mais également par le caractère typant de la caractérisation avec le terme vague de silhouette et la mention d'une période qui rattache le personnage à une époque sur laquelle auteur et lecteur ont des connaissances partagées. En tout cas, telle est la condition pour que la connivence fonctionne à plein régime. D'ailleurs, le dernier segment de la phrase vient compléter la typologie par deux caractéristiques de la mode d'après-guerre, gominé et le pantalon flottant. Le même principe de réduction est à l'œuvre dans les appositions qui clôturent la phrase. Pareil, j'en ai retenu un seul exemple. Contre toute attente, Lison s'en était sortie à merveille. Après une semaine, elle connaissait chacun dans l'immeuble et tous les petits secrets du bureau. C'est bien simple. Tout l'amusait, et telle une bulle, elle flottait dans l'open space, efficace et indifférente, irritante et principalement appréciée, incapable de stress, donnant l'impression de s'en foutre, ne décevant jamais, sorte de Mary Poppins du tertiaire. Le segment final détaché, que l'on peut peut-être considérer comme une apposition, pourvu qu'on accepte une définition un peu lâche, sorte de Mary Poppins du tertiaire, joue ici ironiquement sur l'association d'un groupe prépositionnel non congruent avec le nom du personnage connu, Mary Poppins d'un côté et du tertiaire de l'autre, personnage connu pour avoir le pouvoir de modifier la réalité à sa guise à tout moment, de pouvoir posséder le temps et l'espace dans sa poche. Placé en clôture de phrase, ce segment a une valeur résomptive et fonctionne comme un trait d'esprit, un clin d'œil. La condensation ici est double, par la position d'une part qui est fondée sur un principe d'économie et par la lexie sorte à valeur typologisante. En conclusion, à la question quelque peu provocatrice, Nicolas Mathieu est-il plutôt du côté de Balzac ou plutôt du côté de Flaubert? On voit que la réponse ne peut être que fuyante. Affaire d'époque, en l'occurrence les années 1980-2020 dans Connemara, affaire de réel représenté, même si Nicolas Mathieu se livre à une attaque en règle d'une forme de bovarisme actuel dans son roman. Si l'on tente malgré tout de répondre à la question, la réponse sera double. Balzac écrivait pour le lecteur de 1830. Nicolas Mathieu écrit pour son contemporain. Et il me semble que l'on peut dire que le souci de la postérité, de l'immortalité littéraire ne doit pas être au centre de ses préoccupations, tant son roman engage une certaine époque, des lecteurs qui chantonnent Sardou dès les premières pages, quand bien même ça les agace, parce que, décidément, cette chanson, tout le monde la connaît. Le redevenir discours de la littérature française, observé dès les années 80-90, 1980-1990, rapproche en ce sens des écrivains aussi différents que Balzac et Nicolas Mathieu. Du côté de Flaubert, on placera évidemment la subtilité des effets condensation-connivence, notamment quand il confine à l'ironie. Reste la question de la pérennité d'un tel livre. Pourra-t-on le lire dans 100 ans? Peut-être le lira-t-on autrement, dans quelques décennies. Mais souvenons-nous, comme le rappellera Attel, que d'abord, la relation de connivence établie entre l'auteur et le lecteur peut biaiser l'interprétation. Je le cite. Compte tenu du fait que la connivence se dit à demi-mot, il y a une tendance à surinterpréter. On entre alors dans une zone dangereuse, car la surinterprétation peut s'appuyer légitimement sur des informations objectives données antérieurement par le texte, sur des connaissances du monde, mais, comme Barthes et Eco l'ont bien montré, le danger des dérives surinterprétatives rôde si le tiers ou le lecteur alimente sa suspicion de connivence par un excès d'interprétation à partir de ses attentes ou de ses fantasmes. Au-delà, au lecteur et à l'analyste d'éviter de tomber dans de tels travers. J'espère que je n'y suis pas tombée. Quoi qu'il en soit, il restera toujours ces grandes qualités de romancier qui font de Nicolas Mathieu le pouvoir de captation du réel, des discours sociaux,
de l'ère du temps. Je vous remercie. Merci beaucoup Sandrine pour vraiment cette formidable lecture que tu nous proposes de la connivence, de ces procédés subtils de dissémination dans le texte. Vraiment, tu as très très bien dégagé et puis au niveau macro puis micro-textuel, c'était vraiment tout à fait intéressant et très fin. Donc merci infiniment.